C'est un grand plaisir de vous accueillir à cette web diffusion dont l'objet est la mise en œuvre et le lancement de la plateforme d'éducation et de communication du projet de renforcement des capacités locales et communautaires face aux menaces naturelles qui est mise en œuvre par l'UNESCO avec le financement du ministère des Affaires étrangères du Japon et dont les activités sont centrées sur les îles des Caraïbes. Cette plateforme éducative comprend un cours en ligne massif connu sous le nom de MOOC, qui est complété par un cycle de webinaires dont l'objectif est d'analyser les liens entre les menaces, la vulnérabilité et les risques de catastrophe avec une approche centrée sur les personnes. Nous avons ainsi la possibilité d'apprendre des leçons déjà tirées dans les Caraïbes et de cette manière renforcer les capacités pour un large public comprenant les décideurs, les cadres intermédiaires, les professionnels des organismes chargés de la gestion des risques de catastrophes dans les pays, les membres des organisations de la société, ainsi que les membres des communautés éducatives, des églises et aussi les citoyens engagés dans la réduction de l'impact physique et psychologique sur les personnes, notamment lors des moments où ils doivent faire face à une menace naturelle qui est l'objet central de ce projet. Un bref récit nous montre, comme le montre de manière précise l'image, selon le travail du professeur Toblin de l'Université des Antilles, qu'il existe des antécédents de l'impact des ouragans depuis l'année 1722, lorsque la ville de Kingston et une grande partie de l'île de la Jamaïque ont été touchées, mais qu'il y a peut-être un jalon important avec l'ouragan qui s'est formé en octobre 1780, lorsque l'on estime qu'il y a eu plus de 20 000 morts dans les Petites Antilles, au sud de l'île de Porto Rico et également en République dominicaine, qui est actuellement considéré comme le premier ouragan de catégorie 5 selon les nouvelles échelles d'analyse des dommages et de la vitesse des vents. En effet, de manière significative, notamment particulièrement, ces systèmes météorologiques sont constitués de dépressions tropicales de grande envergure, comme on peut le voir, qui se manifestent tout au long de ce que l'on appelle la saison des ouragans entre les mois de mai et novembre de chaque année et qui constituent l'une des menaces les plus destructrices que le monde doit affronter en raison de leur manifestation, de leur intensité et surtout de l'impact qu'ils génèrent sur les personnes et leurs biens, ainsi que sur les écosystèmes terrestres qui sont totalement transformés et même l'affectation des poissons dans les océans ou la destruction de la couverture végétale précisément en raison de l'intensité de ce type d'événements. Les enregistrements des tempêtes au cours des 70 dernières années montrent, comme on peut le voir sur cette image, les nombreux événements qui ont eu lieu tout au long de l'année avec des ouragans, des tempêtes tropicales de différentes catégories qui, comme vous pouvez le voir, se déplacent tout au long de cette saison et d'une certaine manière, cela nous montre quelle est cette variabilité temporelle de l'événement et la dernière nous montre précisément la situation de l'année dernière, en fait, en réalité. Mais tout comme il y a une distribution vraiment très considérablement importante au fil du temps, avec des catégories d'ouragans extrêmement élevées, il est également possible de voir que tous ces ouragans montrent un schéma spatial de mouvement assez aléatoire et qu'il est donc impossible de voir ou de prévoir la mobilité de ces événements qui sont vraiment et hautement imprévisibles avec suffisamment d'anticipation. On peut analyser dans tous les cas comment il est possible d'une certaine manière de simplement analyser avec une prévision à long terme la quantité possible d'événements et à partir de là estimer ce qu'ils pourraient faire en termes de préparatifs pour avancer avec des mesures de définition. Les images satellites de l'ouragan Ida, par exemple, de catégorie 4 en août 2021, montrent, comme on peut le voir sur l'image, comment ces complexes nuageux forment essentiellement un grand vortex, tournent en spirale et génèrent ainsi une énorme énergie en absorbant la vapeur d'eau et en alimentant ce cycle immense et rapide des spirales. Cela a pour conséquence, d'une part, l'augmentation des niveaux de la mer avec des tempêtes,
comme on peut le voir à travers ce qu'est le réseau de drones dont disposent désormais les États-Unis. Des drones nautiques qui voient très clairement, mesurent et enregistrent la dynamique marine générée par ce type d'événement, ainsi que ses vents lorsqu'ils atteignent les zones côtières qui, dans de nombreux cas, comme ce fut le cas pour l'ouragan Ida, sont de catégorie 4 avec des vents allant de 200 à 250 km/h, affectant d'abord par le vent, comme on peut très bien le voir sur le graphique, mais générant également des marées de tempête qui ont un effet extrêmement dévastateur sur les personnes vivant dans les zones côtières, au point que dans des ouragans de ce type à grand impact, les informations peuvent être totalement détruites. Alors, quelles sont les conséquences de tout cela en fin de compte? Et finalement, eh bien, évidemment, les conséquences sont très graves, surtout pour les personnes. Elles montrent la vulnérabilité que nous présentons face à ce type d'événement et il faut également prendre en compte que l'énorme vitesse de ces processus génère aussi le mouvement de projectiles car ils soulèvent des morceaux de bois, des morceaux de toit, etc., qui sont souvent et parfois bien plus dangereux que tout type de conséquences directes du vent, beaucoup plus dangereux. Face à cela, les autorités ont pris des décisions très concrètes au cours des dernières décennies qui visent essentiellement à définir un schéma d'organisation face à ces problèmes et cherchent d'une part à promouvoir bien sûr la préservation de la vie des personnes, des infrastructures et, très important, du tourisme, qui est l'une des activités importantes du point de vue socio-économique pour les pays des Caraïbes, ainsi que l'agriculture. Par exemple, des informations comme ce cas d'une plage à la Barbade, où l'on voit même la zone qui pourrait être impactée effectivement par l'ouragan, ou où sont spécifiées les lignes d'évacuation pour une activité en ce sens, notamment les infrastructures touristiques. Il convient de noter précisément qu'en 2022, le secrétaire général des Nations Unies a lancé une nouvelle initiative qui est l'Action pour le climat, par laquelle il s'engage à mettre en place un système d'alerte pour tous, comme on peut le voir sur l'image, à partir des informations recueillies par les systèmes terrestres, des informations provenant des satellites et surtout de la préservation des personnes en essayant d'établir clairement des stratégies de survie. Mais comme on peut le voir sur l'image de gauche ci-dessous, la clé est l'information et la communication, et c'est un peu l'objet de ce projet qui cherche à mettre clairement en avant ces deux dimensions, qui sont par ailleurs les missions de l'UNESCO au sein du système des Nations Unies, c'est-à-dire comment les alertes sont véritablement diffusées et bien sûr la communication de manière à ce que les gens se préparent précisément à aborder ce type de processus et à réduire l'impact. C'est dans ce cadre que l'UNESCO cherche alors à promouvoir, comme l'une de ses missions, la mise en place de l'éducation à travers les médias, comme un processus dans lequel les personnes deviennent précisément alphabétisées, non seulement par l'éducation conventionnelle, mais aussi par l'utilisation de la nouvelle formation liée aux réseaux sociaux, l'utilisation des téléphones portables et les techniques d'impact des messages provenant des réseaux sociaux, précisément parce que cela permet d'atteindre de manière beaucoup plus proche pour réduire précisément l'impact des catastrophes dues aux menaces naturelles. C'est dans ce cadre que le cours en ligne massif lancé à partir de cet événement ainsi que le cycle de séminaires visent à renforcer les personnes, surtout pour soutenir les décisions dans les moments les plus critiques, c'est-à-dire lorsqu'un événement de ce type a lieu et qu'elles puissent véritablement disposer des outils et des informations leur permettant d'établir les meilleures stratégies d'autoprotection. C'est dans ce cadre que nous souhaitons donner lieu à cette webdiffusion. Et tout d'abord, je voudrais en effet présenter la docteure Selmira May, qui est de manière particulièrement avec nous, notamment
Selmira est diplômé en sciences de l'Université de la République en Uruguay, à Montevideo, en Uruguay. Il possède une maîtrise en gestion et éducation à l'Humber au Royaume-Uni et des études sur l'innovation et l'amélioration de l'éducation à l'Université du Michigan. Elle est responsable du domaine de l'éducation pour divers pays d'Amérique latine, mais surtout, elle est la coordinatrice du groupe de gestion de l'unité de gestion des risques du bureau de l'UNESCO à Montevideo et la directrice technique, la directrice du projet qui fait l'objet de cette présentation. C'est donc un plaisir pour moi de présenter une personne avec laquelle j'ai eu l'opportunité de travailler pendant de nombreuses années et de connaître bien sûr ses capacités. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous présenter Selmira. Bienvenue Selmira. Merci Marcelo. Eh bien, c'est un plaisir de te saluer ainsi que de saluer tous ceux qui sont et seront, espérons-le, en train de profiter de cette discussion que nous avons sur la façon de commencer à présenter ce projet. Je pense que c'est comme le lancement d'une série, un cycle de conférences sur différents aspects de la gestion des risques que nous allons partager avec vous tout au long de cette année. Eh bien, peut-être que si tu me donnes la parole, je pourrais bien entendu commencer à expliquer le comment et le pourquoi de ce projet. Je vais maintenant partager avec vous ce que nous considérons comme les points forts du projet, dont l'objectif est de renforcer les capacités locales et communautaires face aux menaces naturelles dans le pays. Comme l'a mentionné Marcelo, c'est en effet un projet soutenu par le gouvernement du Japon et qui, bien qu'il se concentre sur 5 pays des Caraïbes, à savoir Sainte-Lucie, Saint-Vincent, les Grenadines, les Bahamas, la République dominicaine et Haïti, a pour grand objectif, à la fin du projet, de pouvoir partager les résultats et les produits avec les autres îles États membres des Caraïbes et au-delà, car nous savons que la problématique n'affecte pas seulement les Caraïbes, mais également plusieurs autres territoires de notre région et au-delà. Alors, partager comment et pourquoi ce projet a été conçu. Eh bien, les Caraïbes sont en effet l'une des régions les plus menacées par les impacts des phénomènes météorologiques extrêmes, hydrologiques et en particulier, bien entendu, comme vous le savez, les tempêtes tropicales et les ouragans. À partir des derniers ouragans qui ont frappé les Caraïbes, l'UNESCO a manifesté un intérêt à travailler sur certains aspects, surtout axés sur l'amélioration de la résilience de ces pays et en particulier de leur population et notamment particulièrement de leur communauté. Comme nous vous le disions, les Caraïbes, en raison de leur emplacement, et comme le disait Marcelo, du fait que de nombreuses activités, en particulier les activités économiques, se concentrent dans les zones côtières, sont sensibles et vulnérables face aux impacts de ces phénomènes, ce qui positionne les Caraïbes comme la deuxième région la plus sujette aux catastrophes au niveau mondial. Quels étaient les défis ou quels défis nous sommes-nous fixés pour ce projet? Eh bien, comme nous le disions, il existe, et Marcelo l'a également mentionné au début, nous disposons de beaucoup de technologies et au fil des ans, l'UNESCO s'est également beaucoup concentré sur les solutions structurelles, celles qui venaient surtout de l'innovation et de la technologie et de l'ingénierie. Mais au fil des années, face à la survenue de plus en plus fréquente de ces phénomènes, en plus grand nombre et avec une plus grande intensité, ce qui a été constaté, nous avons vu la nécessité de travailler avec les personnes. Comme je le disais, cela signifie préparer les gens à être plus résilients, surtout non pas parce que nous pouvons éviter que cela se produise, mais pour qu'ils soient mieux préparés. Ainsi, le projet cherche avant tout à se concentrer sur les compétences et les aptitudes des personnes à se protéger elles-mêmes et les communautés dans lesquelles elles se trouvent, en particulier dans des situations de crise ou d'urgence. Pour cela, nous croyons, et nous le vérifions clairement et le traduisons en action, que tant l'éducation dans son sens le plus large que la communication sont essentielles pour faire en sorte que les gens comprennent les messages, décodent ces messages et génèrent une plus grande capacité de résilience et une meilleure réponse face à des événements d'origine naturelle, et de manière significative et de manière efficace et de manière appropriée.
Alors, encore une fois, voici sur la carte où se trouvent les pays cibles, quel est l'objectif, celui de renforcer les capacités individuelles et communautaires, mais pas seulement en réponse à l'axe central qui sont les tempêtes tropicales, les ouragans, mais nous comprenons qu'à travers une population mieux préparée, nous allons réussir à ce que les personnes soient mieux préparées à répondre à la survenue de tout phénomène extrême. Et cela, nous l'avons également constaté tout au long du développement du projet, car ce ne sont pas seulement les ouragans et les tempêtes tropicales qui impactent ces petits territoires, mais il y a aussi une série d'autres phénomènes naturels qui malheureusement le font également, générant non seulement des pertes humaines, mais aussi d'importantes pertes économiques pour des territoires qui sont déjà par ailleurs vulnérables. Alors maintenant, laissez-moi vous expliquer les étapes que nous avons franchies et celles qui nous restent à accomplir au cours de cette année de projet. Évidemment, la première étape importante a été d'identifier précisément qui étaient nos bénéficiaires directs et indirects afin qu'ils puissent comprendre quels sont les risques potentiels majeurs, quels sont leurs impacts ou les impacts de ces phénomènes naturels complexes et avoir une meilleure capacité de résister efficacement et de se reconstruire en tant qu'êtres humains conscients des enjeux actuels, en tant que société solidaire, en tant que communauté unie. Ce sont donc toujours ces populations qui sont les plus exposées, les plus vulnérables pour diverses raisons. Les communautés, nous parlons des enfants, nous parlons aussi du rôle des médias dans la manière dont ils informent et comment ils parviennent, grâce à cette portée massive qu'ils ont auprès de la population, à construire, à aider à construire cette résilience. Nous parlons des autorités qui sont directement impliquées dans la réponse territoriale. Ce sont, disons, en fait, notre public de travail direct et principalement, évidemment, ce n'est pas seulement l'UNESCO qui fait cela, mais nous avons des partenaires clés et c'est pourquoi nous travaillons directement, surtout avec les autorités nationales de réponse aux urgences et d'autres acteurs qui, de par leur propre activité, sont également impliqués en nous concentrant particulièrement sur le niveau local, les organisations de la société civile qui travaillent de très près dans l'assistance directe pendant, avant et après la survenue d'un phénomène extrême. Évidemment, l'UNESCO et ses bureaux dispersés sur le territoire, d'autres agences sœurs des Nations Unies qui ont un travail spécifique dans ce domaine, et des organismes régionaux, comme c'est le cas de SIDIMA, qui travaillent dans chacun de ces pays et connectent tous les pays entre eux avec des politiques régionales, des stratégies régionales et des initiatives régionales. Grâce à eux, nous obtenons des soutiens spécifiques dans la mise en œuvre du projet et nous apprenons également de nombreuses choses qui se sont produites au fil des ans et qui continuent de se produire. Nous ne commençons pas ce projet de zéro puisque beaucoup de travail est déjà accompli dans les pays et nous ne voulons pas ignorer. Évidemment, ensuite, les acteurs clés, nous pensons, je disais, à ces populations peut-être que nous identifions comme plus vulnérables, les réseaux de femmes, les réseaux de jeunes, les acteurs éducatifs, tous les acteurs communautaires, les églises qui, nous le savons, jouent également un rôle fondamental à toutes les étapes avant, pendant et après la survenue d'un événement avec lesquels nous sommes également en contact, car encore une fois, nous voulons apprendre de la réalité, de ce qui existe déjà, pour pouvoir apporter de nouvelles solutions et proposer de nouvelles initiatives qui complètent celles qui sont déjà en cours. Et puis, bien sûr, bien entendu, évidemment, il y a des experts sur lesquels nous nous appuyons pour développer le projet dans de nombreux développements de produits et d'intrants sur lesquels nous travaillons. Et surtout, ensuite, une fois que nous arrivons à la fin de la mise en œuvre, pouvoir faire connaître ce qui se fait. Encore une fois, je crois que je l'ai dit plusieurs fois, mais il nous semble important que le projet apporte des éléments nouveaux et qu'il laisse de nouveaux apprentissages et que ces apprentissages puissent être partagés au-delà du temps et de l'objectif territorial du projet. Cela pour vous dire que le projet a eu un état, une première étape qui consistait à comprendre où nous en étions, à comprendre ce qui existait, à comprendre ce qui manquait, à savoir ce que chaque pays avait en termes de reconnaissance, de connaissance de ce que signifiaient ces phénomènes extrêmes, comment ils les impactaient, quelles stratégies existaient, etc.
c'est-à-dire une quantité de ce que nous appelons travail de terrain, révision de bureau, qui est un état de l'art des connaissances existantes dans les pays, pour ensuite commencer à travailler avec les autorités sur ce qu'il fallait développer de nouveau, comment nous pouvions tirer parti de ce qui existait déjà, le mettre à jour, le partager selon les besoins, pour ensuite essayer de le confronter, le partager et le comparer, je dirais, avec les pays, avec les gens qui sont sur le terrain. Nous appelons cela les activités participatives. Voici quelques exemples de ce que nous avons fait au cours de ces 2 années, ce qui a impliqué des visites sur le terrain de la part de l'équipe du projet et des entretiens avec des acteurs, des réunions, afin de pouvoir échanger avec eux non seulement ce que nous avions pu recueillir lors de ces visites sur le terrain, ce que nous avions vérifié, mais aussi pour obtenir le retour de ces autorités qui sont les autorités compétentes et qui connaissent ce qui se passe réellement sur le territoire, et ensemble pouvoir identifier ce qui existait et ce qui était nécessaire. En fait, le plan de travail de toute cette année de projet, qui va se traduire par un nombre incalculable de contributions concrètes, découle d'une réunion au cours de laquelle nous avons convenu avec chacun des pays de ce qui leur manquait, de ce que nous devions encore savoir, de ce dont les communautés avaient besoin, justement pour pouvoir être mieux préparés. Il nous semble donc important de le souligner car le projet est un projet qui a connu de nombreux allers-retours et qui reconnaît le travail réalisé par les pays et s'appuie également sur cela. Disons que la 3e étape est cette identification des expériences et des leçons apprises que nous allons documenter et qui seront traduites, comme je le disais, en une multitude de produits liés à des recommandations politiques pour pouvoir alimenter les stratégies nationales, les plans, etc. Et comment ils devraient réorienter ou maintenir leur politique publique en tendant vers cette résilience, cette meilleure résilience des personnes et des communautés. Une série de webinaires qui est très vaste, que nous allons maintenant vous présenter et qui découle de cet aller-retour dont je vous parlais, le développement d'un cours en ligne massif et ouvert, comme nous l'a dit Marcelo au début du webinaire, et qui concerne cette possibilité d'atteindre massivement un public large, car nous comprenons que nous devons établir une base de connaissances pour que tous ceux qui sont intéressés ou qui sont d'une manière ou d'une autre liés à la gestion des risques puissent améliorer leurs connaissances et leur compréhension. Ensuite, il y a des cours de formation spécifiques, dont beaucoup sont à la demande des pays eux-mêmes, pour des groupes spécifiques au sein des pays, ainsi qu'une série de documents techniques. Tout cela sera mis en place sur une plateforme ouverte, car nous comprenons que ce sont des produits qui peuvent non seulement être utilisés par d'autres pays, par d'autres petites îles, même continentaux, qui ont également beaucoup à tirer de ce qui est en train d'être généré, mais aussi parce que nous comprenons que ces informations ne sont pas nécessairement disponibles aujourd'hui, ni systématisées, ni en libre accès. Cela nous amène donc à considérer comme précieuse cette possibilité de rendre tous ces livrables ouverts, gratuits et facilement accessibles à un public bien plus large que l'objectif du projet, mais principalement axés sur notre public cible, en effet, de manière significative et importante. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans ce webcast introductif, mais à partir de maintenant, comme nous vous l'avons dit, il y aura le MOOC qui comporte 4 modules, comme l'a également mentionné Marcelo. Une série, un cycle de webinaires est en cours de développement et cela va nous prendre du temps d'ici jusqu'à presque la fin de l'année, car l'intérêt pour ces conversations, ces discussions, ces échanges a été grand. Et ensuite, des activités spécifiques, certains webinaires qui ne sont pas nécessairement d'intérêt général, mais qui ont évidemment émergé en réponse aux demandes de groupes au sein des pays. Certains cours sont également spécifiques, car nous comprenons que bien que les petites îles aient et affrontent des problématiques similaires, certaines ont des besoins spécifiques. Et ensuite, une série d'interviews, de podcasts, ce type de ressources que nous comprenons comme étant généralement très attrayantes dans le monde d'aujourd'hui, faciles d'accès, faciles à intégrer
et qui attire vraiment le public que nous voulons atteindre, qui n'est pas nécessairement le public expert, le public plus technique ou le public académique, mais la population en général. Le cours en ligne, le MOOC, comporte 4 modules vous pouvez voir là, qui ont à voir avec la compréhension des catastrophes, du risque, de la gestion, des aspects liés à la préparation et à la réponse. Un autre aspect spécifique concerne la construction de la résilience et enfin, des stratégies innovantes et importantes pour faire face aux urgences cruciales. Alors, il n'est pas nécessaire que je passe en revue chaque sujet, mais je pense que, comme vous pouvez le voir, tout est très bien lié à notre compréhension, aspects qui nous aident à être mieux préparés, la construction de la résilience, les stratégies, l'éducation, la culture de la prévention de la part de tous les acteurs. Encore une fois, ce n'est pas un cours académique, mais un cours extrêmement pratique qui vise à ce que nous ayons tous un niveau de connaissance similaire. Et ensuite, des outils, car il nous semble important de laisser des outils, surtout pour ceux qui prennent des décisions, mais il y a aussi des outils pour les personnes, pour les individus. En ce qui concerne le cycle de webinaire, il est très intense, mais il traite de questions qui ont émergé lors des conversations avec les pays, telles que la sécurité à domicile, ce qui se passe face à un événement, comment nous nous préparons, comment nous y faisons face et comment nous nous en remettons de la meilleure façon possible. Cela inclut également, comme vous le voyez, un autre webinaire qui concerne l'impact psychologique et comment gérer des stratégies pour faire face à l'impact que produit en chacun de nous la survenue d'un phénomène de cette nature, en effet de manière significative. Lié également à la question de l'information, cette question qui est si présente, mais qui a aussi une importance très fondamentale et également très cruciale lorsque nous parlons de phénomènes qui affectent de manière très très significative et mettent en danger notre vie et nos biens pendant les urgences, des protocoles qui nous aident à gérer le risque avec une perspective de genre. En effet, il y a des preuves que le rôle des femmes dans les communautés, dans les familles, les rend particulièrement vulnérables, mais cela les met aussi dans une position où nous devons leur fournir des outils pour qu'elles soient capables de répondre de la meilleure manière possible et de manière efficace. Ensuite, des normes qui concernent l'inclusion et la protection spécifique des personnes en situation de vulnérabilité accrue, les personnes handicapées, entre autres. Ensuite, une aide essentielle et inestimable pour les éducateurs qui ont parfois la possibilité précieuse d'atteindre facilement un grand nombre d'acteurs variés et influents, des plus jeunes aux moins jeunes. Alors, comment les préparer et les former pour qu'ils aient les outils pour former, pour enseigner, pour aider à apprendre? Comment mieux comprendre et réagir face à la survenue d'un phénomène extrême, par exemple, et le point culminant en fin d'année sera d'utiliser cette question liée au jeu, comment apprendre en jouant, en utilisant le jeu pour mieux gérer les risques, en expliquant les avantages et les inconvénients de cette méthode d'apprentissage. Alors, voici un aperçu détaillé et précis à la fois des contenus du MOOC et du cycle des webinaires. De plus, comme nous l'avons mentionné, il y aura une série d'activités spécifiques qui sont certaines la demande des pays. Il y a un webinaire en ligne sur les très importants risques géologiques en raison de ce qui s'est passé avec le sujet des nombreuses éruptions volcaniques différentes, qui est un sujet peut-être pas si bien connu dans les Caraïbes. Il nous semble donc particulièrement important de pouvoir apporter de l'expérience et de l'expertise à la sous-région pour être mieux préparé à ce que signifient ces risques d'origine géologique. Cela peut-il aussi être lié au tremblement de terre, peut-être, pourquoi pas, peut-être, en effet. Des cours de formation pour les gestionnaires locaux des risques, également une série d'interviews et de podcasts avec des experts en gestion des risques, c'est-à-dire dans les Caraïbes, mais avec des personnes de la région et de l'extérieur de la région. Nous comprenons également qu'un autre objectif du projet doit être d'apporter des expériences de très haut niveau et de grande expertise pour nous aider à penser, comme on dit parfois, en dehors des sentiers battus, afin d'apporter des idées innovantes et inspirantes qui nous montrent également de bons résultats et que nous pouvons adapter au contexte local.
Et ensuite, cette série, cette bibliothèque, disons que comme nous aimons le dire, une bibliothèque, un référentiel avec une série de documents qui seront les résultats du projet. Nous ne voulons pas que le projet soit un projet qui laisse des documents dans un tiroir, mais qu'il soit une bibliothèque ouverte pour que ces documents restent accessibles et que des projets ou des initiatives ultérieures puissent s'inspirer de l'expérience que nous avons développée. Eh bien, particulièrement remarquable est un atelier de formation que nous a demandé l'Institut national des ressources hydrauliques, l'INDRI de la République dominicaine, pour les conseils de Redondos, comprenant que, comme le disait Marcelo, surtout dans le cas de la République dominicaine, il y a une activité agricole importante où les acteurs sont des acteurs pertinents dans l'économie et aussi dans la gestion des risques. On nous a donc spécifiquement demandé de pouvoir consacrer un atelier de formation à ces acteurs ici, en précisant les objectifs et les résultats attendus. Je pense que j'espère vous avoir donné un aperçu général du projet, de ce que nous avons réalisé et des défis qui nous attendent cette année, en espérant bien sûr que vous aurez l'occasion de nous accompagner dans beaucoup de ces activités et bien sûr que cela soit aussi une tentation de nous rejoindre dans ce MOOC dans lequel nous avons placé beaucoup d'attentes parce que nous comprenons que c'est quelque chose d'innovant. Nous vous attendons donc tous à nos prochaines activités. Merci beaucoup. Marcelo, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Elmira, pour cette présentation détaillée qui met clairement en évidence, comme mentionné au début, un projet centré sur les personnes. Et je pense que tu as également souligné que la majorité des personnes auxquelles nous nous référons dans ce projet sont les enfants qui sont une priorité, les personnes âgées, les femmes, avec ces questions de genre que tu as mentionnées, et surtout aussi les personnes âgées avec différents niveaux de handicap, car il n'est pas toujours facile pour elles de prendre des décisions lorsqu'elles sont confrontées à une situation critique. Alors, je pense que ce projet tel qu'il a été présenté, aborde clairement une nouvelle dimension centrée sur les personnes qui repose sur l'éducation, la communication, axée sur le thème des médias, ce qui est sans aucun doute l'une des nouvelles approches. Les jeunes n'écoutent plus la radio et ne regardent plus la télévision. Aujourd'hui, tout se passe via le streaming ou les réseaux sociaux sur les téléphones portables. Par conséquent, il me semble extrêmement précieux que le projet se concentre sur cette dimension. Eh bien, pour donner suite à cette web diffusion de présentation et de lancement de la plateforme éducative, c'est pour moi un véritable plaisir, un honneur de présenter maintenant le docteur Alan Labelle, peut-être l'une des personnes dont nous avons tous appris, nous qui nous sommes consacrés à la gestion des risques. Le docteur Alain Labelle, diplômé de l'Université de Londres, depuis son baccalauréat en sciences en géographie économique jusqu'à son doctorat dans la même spécialité, qui en réalité s'est installé en Amérique latine il y a plus de 30 ans, vivant au Costa Rica et développant une grande partie de son activité, est un expert reconnu avec, comme mentionné, 30 ans d'expérience. Il est actuellement le secrétaire des recherches de la Flaxo en Amérique centrale et a été l'un des promoteurs de l'organisation non gouvernementale la RED et de la RED S Inventario, qui a à voir avec les premiers travaux qui ont été développés pour systématiser toutes les informations. C'est donc pour moi un plaisir de présenter le docteur Alan Labelle, dont l'idée est de nous donner un point de vue sur le véritable sujet de la gestion des risques de catastrophes dans le monde, les nouvelles approches qui vont dans cette direction afin que nous puissions finalement tirer quelques conclusions. Allez-y, Alan, c'est un plaisir de vous avoir avec nous dans ce webcast. Je m'appelle Alan Labelle. Lorsque nous examinons le thème central de ce projet particulier, il s'inscrit dans ce que l'on appelle aujourd'hui la gestion des risques compensatoires. Dans une grande partie de l'Amérique latine, dans beaucoup de documents de l'ONU, à la Banque mondiale et dans d'autres domaines, c'est appelé autrement ailleurs. Et si nous regardons en arrière et nous nous souvenons de ce qui était communément appelé le cycle des catastrophes, qui a été mis en place dans les années 70, il s'est développé dans les années 80 avec des institutions comme l'OFDA, Office of Foreign Disaster Assistance, le PACOVA, l'Organisation de la Santé avec les Nations Unies,
où il parlait d'avant, pendant et après la catastrophe. Toute l'idée de la gestion des risques compensatoires est dite compensatoire parce que ce que vous faites, c'est compenser l'existence d'un risque résiduel dans la société. C'est-à-dire que vous compensez par différentes actions parce qu'il existe un risque qui n'a pas été réduit, éliminé ou évité en premier lieu, en fait. Et donc toute cette idée de ce qui se passe pendant et après un certain événement, l'impact d'une catastrophe est désormais capturé dans cette notion de gestion compensatoire des risques de catastrophe qui en fait va au-delà de l'immédiat avant et pendant l'impact pour suivre avec les idées de reconstruction, de réhabilitation et de récupération. Et maintenant, le renforcement de la résilience et la protection de l'adaptation sociale de manière. Par conséquent, toute cette notion de période après ou très proche de l'impact, par là je veux dire la période précédente où un événement est annoncé mais n'a pas encore eu lieu, ce concept fondamental. Il existe toute une série d'activités que nous appelons préparation en termes de plan de réponse, système d'alerte précoce et maintenant ce que l'on appelle action précoce ou action anticipative, etc. Font tous partie de ce que nous appelons la gestion des risques compensatoires et ce que nous devons avoir parce que nous n'avons pas maîtrisé, réduit ou contrôlé la croissance du risque de catastrophe dans la société structurelle. C'est-à-dire que nous avons laissé faire, nous avons mal construit les hôpitaux, nous avons mis les hôpitaux au mauvais endroit, nous avons mal construit nos routes, comme la Dominique a subi des destructions massives lors des ouragans de 2017, en grande partie parce que le risque n'a pas été pris en compte. Dans le principe de construction de infrastructures routières, portuaires et logements, etc. Et donc, lorsque nous examinons ce sujet de l'impact proche et post-catastrophe et que nous reconstruisons la séquence, nous avons tendance à voir apparaître de nouveaux acteurs que nous pouvons appeler les nouveaux venus. Des choses qui n'existaient pas dans les nomenclatures de notre processus de pensée il y a 40 ans, 30 ans, mais qui, en raison des circonstances associées aux catastrophes, ont été de plus en plus incluses. Ainsi, nous étions dans la préparation incluant l'alerte précoce, avec réponse humanitaire, réhabilitation et reconstruction. De nos jours, nous avons la préparation, y compris l'alerte précoce. Nous avons une réponse humanitaire immédiate. Mais avant cela, nous avons ce que nous appelons l'action anticipative. Et ensuite, reconstruire, nous avons maintenant la récupération qui est qualitativement différente. Le renforcement de la résilience. Cela n'était pas dans les livres avant 2000, lorsque la résilience est apparue dans les terminologies et les notions associées à la récupération. Avec les catastrophes et le renforcement de la résilience, l'adaptation sociale et la protection sont des choses très récentes. Elles ont grandi en raison de ce que nous avons découvert sur les catastrophes. Donc, si nous prenons par exemple toute l'idée de l'action précoce, de l'action anticipative, qui est largement promue par de nombreuses institutions dans le monde entier, poussée beaucoup par les Allemands à un moment donné et poussée par d'autres à d'autres moments, ce qui est essentiellement en jeu, est une continuité de l'alerte précoce. Ou, parce que nous avons les moyens d'identifier l'impact possible d'un événement sur une période plus longue avant qu'il ne se produise, nous sommes en mesure de réfléchir à l'avance au paiement financier parmi d'autres types de ressources afin que les personnes qui vont être affectées par un événement puissent prendre toute une série de mesures qui réduiront les pertes qu'elles subiront lorsque l'événement se produira. Auparavant, cela n'était pas possible car la période d'annonce d'un événement à venir n'était probablement pas suffisante. Mais cela s'est également produit parce que nous savons que dans les mécanismes financiers qui ont été développés par la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, par les banques des Caraïbes et d'Amérique centrale, pour parler de cette région où des conditions financières ont été établies permettant aux pays, grâce à des régimes d'assurance ou à d'autres types de mécanismes financiers, d'avoir un accès rapide une fois qu'un événement a effectivement eu lieu, afin de tenter de maîtriser l'ensemble du problème de la réponse. Ainsi, cette action anticipative, qui suit l'alerte précoce,
et comme une réponse à ce type de mécanisme financier, fourni car nous sommes capables de le faire, car nous savons maintenant, avec plus de temps à l'avance, qu'un événement va se produire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'agit d'un domaine très complexe dans lequel existent plusieurs étapes différentes qui nécessitent des ressources différentes, des capacités différentes, ont des objectifs différents, mais qui sont d'une manière ou d'une autre toutes liées entre elles. Par conséquent, si avec une alerte précoce, en informant les gens qu'un événement va se produire à un endroit particulier affectant des personnes particulières avec une intensité particulière, si nous pouvons développer cette capacité et sur cette base, encourager les gens à quitter les zones de danger, même temporairement, vers des abris de danger, s'ils peuvent déplacer leurs biens et les protéger, s'ils peuvent barricader leurs maisons pour les protéger des ouragans. Cela va certainement et absolument inévitablement influencer le type et le niveau de soutien requis lorsque des mécanismes d'action anticipative sont mis en place. Plus vous réduisez le risque résiduel avec des systèmes d'alerte précoce anticipatifs, moins vous devriez théoriquement prendre d'actions anticipatives et par conséquent, en général, et donc, la réponse humanitaire serait un schéma beaucoup plus fluide, ne nécessitant pas le même niveau d'attention que nous lui accordons aujourd'hui, précisément parce qu'il existe de risques résiduels dans la société qui ne sont pas vraiment convaincants, ont été suffisamment réduits pour que les gens se sentent plus en sécurité ou pour être dans des conditions plus sûres. Et bien sûr, le niveau de dommages subis par une société lors d'un événement détermine ce qui se passera avec la réhabilitation, la récupération et la reconstruction. Si vous pouvez éviter au maximum, grâce au système d'alerte précoce et aux actions anticipatives ainsi qu'à d'autres processus, l'existence du risque, alors vos phases de reconstruction, de récupération et de renforcement de la résilience seront considérablement moins lourdes. Mais fondamentalement, ce qui s'est passé, c'est que le risque résiduel est extrêmement élevé dans de nombreux endroits et les Caraïbes sont l'un de ces endroits où la vulnérabilité et l'exposition au danger sont extrêmement élevés. Les pays des Caraïbes apparaissent dans les listes des pays à risque, beaucoup d'entre eux étant très hauts sur l'échelle de la propension au risque, etc. Et donc, ce que nous devons accepter avec la préparation et le renforcement de la résilience, c'est que c'est peut-être une mesure que nous pouvons appeler de dernier recours. C'est un dernier recours auquel nous ne pas avoir à recourir, mais précisément par les conditions sociales, nous devons y recourir. Et par conséquent, cela nécessite beaucoup d'attention, beaucoup de ressources, beaucoup de renforcement des capacités, parce que des catastrophes vont se produire, et ce n'est pas une opinion catastrophique négative. Le fait est qu'il y a tellement de risques sur le terrain aujourd'hui que c'est inévitable lorsque des événements, même de nature non extrême, comme Irma ou Maria, se produisent. Les habitants des Caraïbes savent très bien que même des ouragans de moindre intensité, interagir avec des sociétés très vulnérables et très exposées entraîne des niveaux de risque immenses, tandis que les sociétés mieux construites pour résister à la pression associée au danger en souffrent moins. Récemment, il y a eu le tremblement de terre de magnitude 7,4 à Taïwan, le plus fort tremblement de terre en 25 ans, et le nombre de dégâts associés aux décès était relativement minime. Dans le dernier rapport, environ 6 personnes sont mortes, mais l'impact global sur l'économie n'est pas comparable à ce qui est arrivé à Haïti en 2010, avec peut-être un tremblement de terre moins fort qu'à Taïwan. Nous savons que la vulnérabilité et l'exposition sont des éléments critiques. Cela traite de ce que nous appelons et appelons de nos jours des actions, stratégies ou principes de gestion des risques de catastrophes compensatoires. Gérer le risque résiduel, c'est-à-dire le risque qui, en raison de l'intervention de l'État, du secteur privé ou de la société civile, n'a pas été réduit ou a été autorisé à croître, et par conséquent, il existe en tant que composante résiduelle et doit être traité par ces types de stratégies d'alerte précoce, peu après, immédiatement après ou pour une période plus longue après,
que j'ai exposés dans la première partie, en effet, en réalité. Une grande partie de la concentration sur la réponse aux catastrophes remonte à longtemps et est en quelque sorte très interconnectée avec ce qu'était le paradigme interprétatif associé aux catastrophes. Et a été capturé dans ce terme que l'ONU essaie de se débarrasser depuis des années, que les gens persistent à utiliser, catastrophes naturelles. L'idée que les catastrophes étaient naturelles, que les dangers étaient essentiellement la catastrophe, que la société était innocente et que le danger de la catastrophe déciderait de qui serait affecté. Et donc, dans des circonstances où peu de choses pouvaient être faites par les êtres humains, et ce sont des croyances religieuses des catastrophes, où les gens ne peuvent pas faire grand-chose à ce sujet. C'est presque inévitable. Il est évident que la réponse et la préparation à la réponse et à la reconstruction étaient vues comme les principales stratégies pour faire face au risque de catastrophe. Il fallait y faire face une fois que cela se produisait. Au cours des 50 dernières années et au cours des 20 ou 30 dernières, ce paradigme d'interprétation des catastrophes naturelles, des catastrophes qui ne s'annoncent pas, a été remplacé par un paradigme que nous appelons la construction sociale du risque, qui indique que le risque de catastrophe et la catastrophe sont construits par nous, les êtres humains, collectivement, individuellement, en tant que famille, en tant qu'entreprise, en tant que gouvernement, différentes expressions de l'organisation sociale qui conduisent à différentes manières de mener nos vies. Entreprendre vos vies, construire vos vies et ce que vous faites de vos vies. Et ce n'est pas une question de danger affectant automatiquement les sociétés. Et donc tout ce paradigme de la construction sociale du risque, qui est essentiellement basé à l'origine sur l'idée de vulnérabilité, c'est-à-dire que les êtres humains souffrent différents niveaux de prédisposition à être endommagés selon leur position sociale, selon l'ethnicité, selon leur âge, selon les considérations de genre, constituent en fait la base de la construction sociale du risque. Lorsque vous en venez à la réponse, à l'alerte précoce et à la préparation, vous devez prendre en compte ces facteurs différentiels qui rendent certaines personnes plus vulnérables, plus exposées que d'autres et susceptibles de subir des dommages plus importants. Et pour cette raison, dans le cadre des webinaires, toute cette idée des impacts psychosociaux, toute cette idée de protéger votre maison et de protéger votre famille est très significative. Et pour les organisations interagissant avec la société, elles doivent comprendre que différentes personnes sont sous différentes conditions de stress. Tout le monde n'est pas exposé au même risque, même si le danger est de la même intensité, certainement. Donc, toute cette notion de construction sociale a conduit à l'idée et à la question chez les gens, eh bien, si le risque est construit, le risque peut être déconstruit. Que voulons-nous dire si nous avons contribué par des schémas d'utilisation des terres inadéquats, des processus de planification, par la dégradation de notre environnement, par l'installation dans des zones à risque et d'autres processus qui conduisent à la construction du risque dans la société, alors théoriquement, nous pouvons déconstruire ce risque. L'argument que j'aimerais avancer est définitivement la gestion des risques compensatoires est fondamentale précisément parce que le risque que nous avons construit est relativement ingérable. Cela n'a pas été géré, cela n'a pas été réduit. Par conséquent, nous devons investir de grandes ressources dans la réponse et la préparation. Mais nous savons qu'avec le temps et l'augmentation de la complexité associée aux catastrophes, l'effet systémique, c'est-à-dire quelque chose arrive à votre pont dans votre communauté, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Votre pont est la façon dont vous transportez vos biens au marché et faites entrer des marchandises dans votre communauté. Donc, si un pont ou un hôpital s'effondre lors d'un événement, ce n'est pas seulement cette perte importante. C'est la perte qui cause d'autres choses qui peuvent être locales, nationales et même internationales. Et de nombreux risques systémiques associés à la destruction de certaines installations dans une partie du monde affectent fortement ce qui se passe dans d'autres parties du monde. Pour prendre un exemple proche de nous, le canal de Panama fonctionne aujourd'hui
a une capacité inférieure à celle qu'il pourrait avoir parce que le bassin d'eau qui alimente le canal s'assèche. Ainsi, les navires ne peuvent pas traverser le canal. Cela n'affecte pas le Panama. Cela affecte tous les pays qui reçoivent les marchandises sur ces bateaux passant par le canal de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Et cela a un impact mondial plus large. Nous savons que ce type de risque ne cesse de croître à cause d'une complexité de nouveaux facteurs de risque comme le développement urbain non planifié, le changement climatique, avec ses effets sur la récurrence et l'intensité des événements, et bien d'autres. Mais la conclusion unique est que le risque, en fait, augmente, et nous devons faire quelque chose à ce sujet. Un autre fait est que si vous regardez l'argent investi dans la réponse humanitaire en préparation, il diminue par rapport aux besoins croissants, c'est-à-dire qu'il y a un grand écart et un écart croissant entre les financements disponibles pour entreprendre principe de gestion des risques compensatoires, reconstruire, répondre, et quel est le montant demandé par les agences internationales, les Nations Unies et d'autres. Et par conséquent, au final, en fin de compte, c'est un jeu à somme nulle. Il n'y a aucun moyen de gérer cela, en général, à moins de réduire le risque global dans la société avant la survenue des événements. Mais beaucoup de ce qui est vu comme un financement pour la réponse humanitaire, certaines personnes le voient comme de l'argent qui compétitionne avec, ou inversement, que l'argent pour la prévention et l'atténuation des risques de catastrophe, ce que nous appelons la gestion corrective et prospective des risques de catastrophe, est perçu par certains comme étant en concurrence avec les ressources humanitaires. Et il est évident que les ressources humanitaires l'emporteront en raison de l'impératif politique, de l'impératif humain et éthique de répondre aux catastrophes. Ainsi, les risques croissants ne sont pas traités adéquatement. Les financements et investissements ne sont pas alloués. Mais c'est en grande partie un faux argument, bien que ce soit un argument, car nous constatons, c'est que nous devrions nous occuper de ce que nous appelons la gestion prospective corrective des risques, c'est-à-dire éliminer les risques présents avant l'impact d'un événement. Rénover l'hôpital, relocaliser la communauté, renforcer les digues autour de la communauté, renforcer les barrages pour qu'ils ne cèdent pas en période de fortes inondations. Cela est correctif. Il s'agit d'éliminer le risque que nous avons créé à un moment donné dans le passé. Prospectif, c'est garantir que ce risque n'existe pas en premier lieu. Donc, si vous planifiez bien l'aménagement de votre territoire, si vous ne dégradez pas votre environnement, si, à travers vos investissements, vous exigez que le risque soit pris en compte dans l'investissement, et lorsque vous construisez vos routes et vos maisons, elles peuvent répondre et résister aux dangers à l'avenir. Vous n'auriez pas à investir. Ce n'est pas de prendre de l'argent des ressources humanitaires. Il s'agit d'utiliser les ressources de développement de manière plus efficace. Toute une série d'autres choses peuvent se produire. Mais ce que nous établissons ici n'est pas une division, mais une classification entre la réduction des risques de catastrophes correctives, ex ante et prospectives, qui s'attaquent aux causes structurelles et aux causes sous-jacentes de l'accumulation des risques dans la société. Ce risque, les communautés usent des systèmes d'alerte précoce, reconnaîtront et sera la base de leurs actions. Et ce sera la base de combien ils en commun souffrent ou sont impactés par l'événement, combien cela les affecte matériellement, combien cela les affecte psychosocialement, à quel point cela les affecte culturellement de leur histoire, de leur accumulation de connaissances et d'histoires perdues. C'est ce qui décidera de cela. Et c'est à cela que nous devons penser à la lumière de la réponse aux catastrophes et chercher à équilibrer davantage ces deux aspects dans les approches, les ressources humaines et les ressources financières qui leur sont consacrées. Et cela m'amène au dernier point de cette sorte de conversation, au coin du feu très rapide sur, en fait, le risque de catastrophe dans la société. C'est-à-dire, lorsque vous pratiquez des mécanismes compensatoires tels que l'alerte précoce, l'action anticipative, voire la réponse immédiate, et encore plus lorsque vous pratiquez la récupération et la reconstruction,
Vous pouvez penser à quelque chose de plus que le risque résiduel, c'est-à-dire surmonter les conditions défavorables qui existent lorsque l'événement vous impacte, et vous pouvez commencer à penser au risque structurel. Parce que vous avez tous les outils pour le faire et l'expérience pour le faire. Par conséquent, lorsque vous mettez en place un système d'alerte précoce, il est basé sur ce que nous appelons l'analyse des risques, identifiant qui est à risque, pourquoi ils sont à risque, qui se trouvent dans des endroits inadéquats, qui occupent des maisons qui ne vont pas résister à l'ouragan, aux inondations ou aux tremblements de terre, etc. Cela fait partie intégrante de la planification essentielle pour l'alerte précoce et l'action précoce en complément de l'alerte précoce. Donc, si vous avez cette information, la population est activement impliquée dans cette analyse, vous pouvez stimuler la population et les groupes qui la soutiennent. Pensez à la réduction des risques résiduels et commencez à penser à la réduction des risques structurels. Ce sont en quelque sorte les questions que les habitants de la Masica au Honduras se posent après l'impact de Mitch, en effet. Il s'agissait d'une communauté qui avait un système d'alerte précoce des années 80, OEA. Ils avaient un bon système d'alerte précoce participatif, ce qui leur a permis d'éviter toute perte de vie pendant Mitch, alors que les municipalités environnantes perdaient des personnes en grande quantité ou en quantité significative. Et ils ont également réussi à protéger leurs moyens de subsistance en déplaçant le bétail vers des endroits sûrs, etc. Mais en conséquence, ces personnes, avec l'aide des ONG, etc., ont commencé à se demander pourquoi elles agissaient à la dernière minute. Pourquoi ne pas réduire les risques de manière structurelle au préalable ? À l'impact de l'événement. Des changements sont survenus dans les modes d'utilisation des terres où les gens vivaient plus en retrait de la rivière. La montée des mers. Vous pouvez prendre des mesures anticipatives nécessitant collaboration, ressources et bases de connaissances. Avec vous faites en réponse l'incorporation des personnes affectées dans le processus de décision et les nouveaux processus organisationnels facilite la construction du capital social qui deviendra très utile lorsque vous commencerez à réfléchir, une fois l'événement passé, à ce que vous pouvez faire pour éviter ce type de stress à l'avenir. Et sans aucun doute, nous allons conclure, lorsque vous en arrivez à la reconstruction et à la récupération, il est clair que vous ne pouvez pas certainement reconstruire et récupérer en reproduisant l'existence que vous aviez avant l'événement. Si vous allez reconstruire et récupérer dans la même mesure que vous existiez auparavant avec les mêmes conditions, vous pouvez seulement espérer que le prochain grand événement entraînera des dommages. Il est évident que lorsque vous refaites un hôpital détruit, vous devez le construire selon de meilleures normes de construction. Lorsqu'un bâtiment est comme l'hôpital au Honduras à Tegucigalpa avec Mitch, un hôpital situé sur la plaine inondable d'une rivière a été inondé jusqu'au 2e ou 3e étage. Il est évident que vous ne pouvez pas reconstruire l'hôpital à cet endroit sans, au final, subir les conséquences d'un futur événement de magnitude similaire ou inférieure. Donc, le message que j'essaie de faire passer ici est que le sujet de ce projet, qui est absolument fondamental, est en fait véritablement une partie véritablement d'une machine entière, pour ainsi dire. C'est une partie de cette machine, la gestion des risques de catastrophe, qui comprend différentes modalités, la gestion corrective des risques, la gestion prospective des risques et la gestion compensatoire des risques. La gestion corrective et prospective des risques cherche à éviter le besoin d'actions compensatoires, d'alerte précoce ou dans la mesure où cela est fait. Mais nous pouvons envisager d'intégrer ces mécanismes d'alerte précoce et de réponse ou mécanismes compensatoires grâce à une planification adéquate et une réflexion stratégique. Des actions qui stimulent les gens à réfléchir et leur fournissent les ressources pour faire quelque chose de structurel sur le risque auquel ils sont exposés et par conséquent, ils doivent travailler ensemble. On ne peut pas travailler à l'avenir uniquement avec des mécanismes compensatoires car les mécanismes compensatoires dont nous avons besoin vont croître et croître à... Et ici, souvenez-vous, en dernier point, que le GIEC et les gouvernements du monde entier, tout le principe de négociation sur le changement climatique a toujours fixé 1,5 degré centigrade maximum
au-dessus du niveau historique de la moyenne climatique mondiale. Cela a été surmonté l'année dernière en 2023. Selon l'Organisation européenne du climat et confirmé par la NASA, nous avons maintenant dépassé les limites de 1,5 et 2024. 1,5 et 2024, il est probable qu'il fasse encore plus chaud, atteignant 1,55 ou quelque chose comme ça. Ce sont évidemment des prévisions pour l'avenir. Les données pour 23 sont réelles. Le changement climatique est réel. Il augmente l'intensité et la récurrence des événements. Il favorise également des événements récurrents de plus petite échelle. De plus en plus, nous entrons dans un monde où ces types de dangers deviennent partie de la routine et de la norme, et nous devons les gérer de cette manière. Ils ne sont plus des événements extraordinaires, beaucoup d'entre eux. Ils font de plus en plus partie du quotidien. Et nous devons être capables de les traiter de manière prospective, corrective et compensatoire et proactive. Sur ce, je vais terminer en espérant que cela a été suffisamment clair pour comprendre un sujet complexe en peu de temps. Et je vous souhaite bonne chance pour le reste des webinaires et pour le projet qui est promu par l'UNESCO aujourd'hui et à l'avenir. Merci beaucoup, Alan, pour cette présentation qui a également été accompagnée de quelques images qui nous situent également avec le projet et nous permettent, d'une certaine manière, à tous ceux qui seront liés à l'organisation du cours en ligne, clairement présenté par Selmira et le cycle de webinaires, de pouvoir offrir à la communauté des Caraïbes, non seulement aux 5 pays cibles de ce projet, mais aussi de pouvoir étendre le projet à d'autres endroits. Et il n'est pas moins important de mentionner que les coopérants, dans ce cas le gouvernement du Japon, nous ont également invités à ce qu'une partie de nos activités puisse être comparée et extrapolée même à d'autres régions du monde qui sont sujettes et confrontées à des défis de gestion des risques, comme c'est le cas des typhons, précisément dans la mer du Japon, dans la mer de Chine et aussi pour d'autres pays qui ne sont pas nécessairement concernés par les ouragans, mais qui trouveront sûrement dans la riche disponibilité d'éléments de formation et de renforcement des capacités, comment aborder véritablement ces défis que pose la gestion des risques et en particulier des tempêtes tropicales et des ouragans. Et simplement pour conclure, je voudrais mentionner qu'une partie de notre équipe qui, comme je voudrais le souligner, a une approche absolument transdisciplinaire, ce qui n'est pas si fréquent dans ce type de projet, couvrant des sciences technologiques aux sciences sociales et du comportement, quelque chose, je le répète, pas toujours fréquent dans les cours de formation de capacité. Cela nous est très important car pour cette saison de l'année 2024, il a déjà été prévu par l'Université du Colorado à travers son centre des ouragans et l'Organisation des États-Unis, qui est chargé de faire les prévisions de l'année, que nous allons avoir une année 2024 extrêmement active, où l'on s'attend à une augmentation sensible du nombre d'événements, où l'on prévoit même une bonne quantité, plus de 30 événements d'importance majeure, c'est-à-dire des catégories d'ouragans. Et par conséquent, nous croyons que ce cours véritablement centré sur les personnes va aborder des défis que nous espérons ne pas voir se réaliser comme prévu cette année, mais si c'était le cas, que nous puissions également fournir des outils actualisés et presque en temps réel pour ceux qui devront faire face à ce type de défi et surtout préserver la vie et faire en sorte que chaque personne puisse disposer d'outils pour savoir comment vraiment se souvenir et également surtout préserver la vie. Parfois, le manque d'information fait que les gens prennent de mauvaises décisions parce que peut-être le message n'est pas arrivé à temps ou le message était incorrect. Avoir de la précision dans le message et savoir comment l'interpréter et prendre ses propres décisions est l'objectif de ce projet. Et nous croyons que nous allons précisément aborder cela tout au long de ce menu d'options que Selmira a présenté, comment aborder. Pour moi, cela a été un absolument immense plaisir, vraiment une extraordinaire satisfaction de faire une présentation avec ces excellents intervenants dans ce projet. Nous vous invitons, comme l'a indiqué Selmira, à rejoindre notre cours en ligne, à assister et à regarder ces webinaires qui sont des webinaires courts d'environ 40 minutes. Nous les organiserons probablement 1 ou 2 fois par mois au maximum. C'est 1 heure par jour que l'on peut consacrer à ces sujets. Mais comme l'a présenté Selmira,
il y a des sujets qui ne sont pas toujours abordés et qu'il est important de prendre en compte, car au-delà des politiques publiques, nous nous concentrons sur les personnes et comment les aider à survivre. Ce fut un plaisir et je vous vois très bientôt. Merci beaucoup.